La littérature sociologique consacrée au public sous main de justice montre de longue date qu'il s'agit d'une population démunie au plan socio-économique. Leurs problématiques sanitaires sont en revanche moins connues. Les études épidémiologiques portent presque exclusivement sur les personnes incarcérées. La plus récente, dirigée par Thomas Fauvet, a été réalisée entre 2014 et 2017 dans 8 maisons d'arrêt. Cette recherche, comme d'autres avant elle, révèle qu'une forte proportion d'hommes détenus souffrent de troubles psychiatriques ou addictifs. Les prévalences sont nettement plus élevées qu'en population générale. Toutefois, le public incarcéré n'est pas représentatif de la population judiciarisée dans son ensemble, en raison de mécanismes sélectifs qui opèrent au fil du processus pénal, le plus souvent au détriment des plus marginalisés. Quelques rares études, réalisées dès le stade de la garde à vue, révèlent de moindres prévalences, mais non négligeables. L'objectif de notre recherche n'était pas épidémiologique, mais l'analyse des critères présidant au prononcé des soins pénalement ordonnés supposait de caractériser le type de troubles identifiés dans notre échantillon d'affaires. Une telle démarche exige néanmoins une grande prudence interprétative. Les affaires délictuelles donnent rarement lieu à des investigations approfondies sur le sujet. Les seules sources d'informations disponibles sont le plus souvent les procès-verbaux de la police ou de la gendarmerie. En réalité, nos données permettent uniquement d'objectiver la prévalence apparente des problématiques médico-psychologiques que nous allons présenter dans une première partie de notre intervention. Dans un second temps, nous insisterons sur la forte intrication des troubles addictifs, psychiques, mais aussi des problématiques de précarité sociale. Les procès-verbaux policiers, les enquêtes sociales et les expertises comportent souvent des indications sur les niveaux de consommation d'alcool et de drogue, ainsi que sur les types de produits stupéfiants consommés. Mais les professionnels se fondent bien souvent sur les seules déclarations des prévenus. Or, ceux-ci peuvent être tentés de minimiser leur consommation ou au contraire de les exagérer, pariant sur une plus grande clémence des magistrats. En outre, ces écrits professionnels font régulièrement état de consommation festive, occasionnelle ou régulière, d'abus, de dépendance, d'un alcoolisme ou d'une toxicomanie, mais les seuils de consommation pris en compte sont rarement explicités. Rien ne permet d'affirmer que leurs modes de catégorisation sont homogènes, on peut même en douter. A minima, ces dossiers, elles renseignent sur les informations à disposition des magistrats en amont du prononcé d'une alternative ou de l'audience de jugement. Du fait de la rareté des expertises, surtout réalisées dans les affaires criminelles et à la suite de délits sexuels, l'identification des troubles psychiatriques est encore plus complexe et partielle. Sous ces réserves, nous évoquerons successivement la question de la consommation d'alcool, ensuite de produits stupéfiants, puis des troubles psychiatriques. Au-delà des pathologies proprement dites, nous montrerons que ces publics se caractérisent par des trajectoires biographiques plus heurtées que la moyenne des justiciables. Parlons d'abord de la consommation d'alcool. Un abus d'alcool ou un alcoolisme apparaît sous la plume d'au moins un professionnel dans un dossier sur 5, comme vous pouvez l'observer dans la dernière colonne de ce tableau, mais dans près de la moitié des dossiers criminels. Un auteur sur 10 dans l'ensemble de l'échantillon est qualifié alcoolique, près d'un sur 4 en matière criminelle. Plus d'un sur 5 avait consommé de l'alcool au moment des faits, dans plus d'un tiers des cas en matière criminelle, environ une fois sur 6 dans les autres dossiers. Ces données, elles contrastent avec la réduction des consommations à risque en population générale qu'on observe depuis plusieurs décennies. En revanche, dans notre échantillon, la fréquence des abus ou dépendances apparaît relativement stable entre 1980 et 2015 pour les crimes, 2000 et 2015 pour les délits. Toute chose égale par ailleurs, la probabilité de tels constats, d'abus ou de dépendance, est presque 3 fois supérieure dans les dossiers criminels et surtout en présence d'infractions violentes. Il en est fait état pour plus de la moitié des auteurs d'homicides et de coups mortels, pour près de 4 délinquants sexuels sur 10, un tiers des auteurs de vols criminels, un quart des conjoints violents.
Sur le plan sociodémographique, les hommes sont 2 fois plus souvent concernés, surtout dans les tranches d'âge comprises entre 30 et 60 ans et parmi les auteurs de nationalité française. Ces condamnés présentent également plus souvent des antécédents judiciaires. 44% avaient même été condamnés à plusieurs reprises. Une incarcération antérieure, effective, apparaît également 2 fois plus souvent. Passons maintenant à la consommation de produits stupéfiants. L'analyse des dossiers judiciaires sur 3 décennies révèle une augmentation de la consommation de stupéfiants parmi les clientèles pénales. Même si le profil des auteurs d'infractions n'est pas systématiquement décrit dans les dossiers auxquels on a eu accès, la mention d'une consommation de stupéfiants apparaît dans la moitié d'entre eux. C'est logiquement le cas des délits comprenant une infraction à la législation sur les stupéfiants, mais c'est aussi le cas des crimes, par exemple. En effet, la référence à une consommation de stupéfiants apparaît de plus en plus fréquemment dans les dossiers criminels au fil des années 80 jusqu'aux années 2010. En 2015, l'usage d'au moins un produit stupéfiant est mentionné dans 45% des dossiers criminels, soit une hausse d'un tiers en 35 ans. À peu près 1 point de pourcentage de plus par an. La hausse la plus forte concerne les dossiers d'homicide, avec une multiplication par 10. En 1980, 5% des dossiers d'atteinte à la vie mentionnaient un usage de stupéfiants. C'est près de 48% en 2015. Alors comment expliquer cette forte hausse ? On peut d'abord supposer que cette consommation est plus souvent déclarée, car plus souvent recherchée, repérée et donc inscrite dans les écrits professionnels et dans les dossiers. Mais ce mouvement reflète aussi probablement l'augmentation de la consommation en population générale, liée à une plus grande accessibilité des produits stupéfiants dont le prix et la facilité d'approvisionnement ont notablement progressé depuis les années 80. Logiquement, l'identification d'une consommation de stupéfiants dans les dossiers judiciaires est associée au type d'infraction. Une consommation est mentionnée presque 2 fois plus souvent dans les affaires de revente et de trafic local de stupéfiants que dans les affaires de trafic international. Au-delà de ces tendances générales, c'est intéressant de voir quels sont les produits les plus cités et les infractions qui vont de pair. Parmi les consommations, c'est le cannabis qui est le plus souvent identifié, dans plus de 8 dossiers judiciaires sur 10, loin devant les autres produits. Dans 2 tiers des cas, le cannabis est le seul produit en cause et il est le plus souvent décrit comme une consommation occasionnelle ou régulière, sans autre précision. Ce flou traduit la difficulté des magistrats à catégoriser le type et la fréquence de consommation. De leur propre aveu, dans les entretiens, ils sont souvent démunis pour distinguer un usage occasionnel d'un usage problématique qui serait susceptible de causer des dommages sociaux. Ils estiment également qu'une partie des usagers de cannabis ne pose pas de problème sérieux à la société et ils avouent être pris au dépourvu d'une solution pénale qui soit satisfaisante. Cependant, parmi les individus identifiés comme consommateurs de cannabis, près d'un tiers sont identifiés comme des usagers quotidiens, donc potentiellement en situation d'usage problématique. Cette prédominance du cannabis parmi les produits cités dans les procédures judiciaires, à partie liée avec la banalisation de son usage depuis les années 2000, sont également cités dans les dossiers judiciaires par ordre de prévalence les opiacés, la cocaïne, le crack de façon très concentrée en région parisienne, les psychostimulants en général, mais aussi des détournements d'usage de traitements de substitution aux opiacés. À noter que les opiacés et les psychostimulants apparaissent 2 fois plus souvent dans les crimes jugés aux assises que dans les délits. Parce qu'elle portait sur plusieurs régions à la fois, notre étude permet d'objectiver des variations territoriales dans la structure des produits cités dans les dossiers judiciaires. C'est un des points intéressants de cette recherche. Ainsi, dans une de nos juridictions située en région parisienne, les affaires d'infraction à la législation sur les stupéfiants jugées mettent en cause pour 35% des consommateurs de cocaïne ou de crack, sans commune mesure avec ce qui est observé dans d'autres juridictions de province. Cette percée des stimulants dans les affaires jugées à Milleville traduit la dynamique de progression de la consommation de cocaïne et de crack, qui est aussi décrite par l'OFDT. En parallèle, d'autres produits semblent plus représentés dans les juridictions de province. Par exemple,
La consommation d'héroïne apparaît dans 1/5 des affaires traitées dans certaines juridictions rurales de notre échantillon. Ce retour de l'héroïne dans certains territoires ruraux est confirmé par les entretiens réalisés avec des professionnels socio-judiciaires et des magistrats. Il est, selon eux, localisé d'une part dans les zones littorales et d'autre part dans certains secteurs professionnels, en particulier dans les métiers de la pêche et parmi les saisonniers de la restauration. En termes de profil, on note des variations générationnelles dans le type de stupéfiants cités et dans la consommation de drogue qui est majoritairement le fait des plus jeunes. Plus des 3/4 des adultes au-delà de 40 ans dans notre échantillon sont abstinents de tout produit stupéfiant, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien consommé, versus moins d'1/4 des plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 20 ans. Ces écarts sont particulièrement marqués pour le cannabis, puisque la consommation de cannabis sans autres produits concerne moins de 5% des individus au-delà de 50 ans, versus près de 60% avant 20 ans, chez les plus jeunes donc. Pour ce produit, le gradient de consommation est continu, c'est-à-dire que la consommation baisse avec l'âge des prévenus et des condamnés. Pour d'autres produits, comme les opiacés ou la cocaïne, ce gradient est au contraire discontinu, c'est-à-dire que la consommation culmine parmi les individus pris dans les filets de la justice pénale qui sont âgés de 20 à 40 ans. S'il existe des différences de consommation selon l'âge, on ne relève pas de différences significatives selon le sexe. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses dans les clientèles pénales, mais elles ne sont pas moins concernées par la consommation de stupéfiants. En revanche, d'autres facteurs, comme la nationalité par exemple, sont corrélés à la consommation. Ainsi, les prévenus et les accusés de nationalité française sont un peu plus souvent identifiés comme des consommateurs de cannabis, d'opiacés ou de stimulants. C'est l'inverse parmi les usagers de crack, plus souvent de nationalité étrangère, en particulier des pays d'Afrique subsaharienne. Enfin, dernier résultat intéressant sur ce point, comme les consommateurs excessifs d'alcool, la plupart des usagers de stupéfiants ont des antécédents judiciaires. Les usagers de drogue autres que le cannabis sont encore plus souvent connus de la justice, quasi systématiquement quand il s'agit d'opiacés, 88%, ou de crack, encore plus, 97%. Ce constat corrobore l'hypothèse de clientèle pénale qui, par leur mode de vie, leur pratique d'approvisionnement, voire de participation au trafic de stupéfiants, viennent grossir la file active de la justice pénale. Pour résumer, la forte présence des usagers de stupéfiants dans la filière pénale dépasse les seules affaires de stupéfiants. Pour des affaires qui ne sont pas des infractions liées aux stupéfiants, l'usage de drogues illicites est un marqueur d'antécédents judiciaires, c'est-à-dire que dans l'ensemble des dossiers criminels et correctionnels hors stupéfiants, une consommation de drogue est 2 fois plus souvent mentionnée en cas d'antécédents judiciaires. Cette probabilité est 3 fois supérieure lorsqu'il s'agit d'usage de drogue autre que le cannabis. On relève ainsi, par exemple, que les consommateurs de crack ont bien plus souvent été incarcérés par le passé, de même que les usagers d'opiacés et, dans une moindre mesure, de cocaïne. Les professionnels expliquent ces condamnations itératives pour partie par la nécessité de se livrer au trafic pour assurer leurs besoins d'approvisionnement. Ce besoin compulsif de consommation peut être lié à une problématique d'addiction, mais aussi parfois à des troubles psychiques. Donc, parmi l'ensemble des personnes qui ont été présentes dans notre échantillon, et il faut bien dire qu'on a beaucoup d'entre elles qui sont dans des situations de troubles psychiques ou psychologiques divers et variés, mais qui sont difficiles à identifier à partir des données qui sont les nôtres, c'est-à-dire la banque de données fondée sur les rapports des experts, puisque les experts proposent des catégories qui sont destinées principalement à la justice et aux magistrats. Et par conséquent, ce ne sont pas forcément des diagnostics strictement médico-psychiatriques, mais ce sont des diagnostics un peu pédagogiques pour l'institution judiciaire. Par conséquent, les catégories ne sont pas toujours parfaitement fiables, mais suffisamment pour que l'on puisse tout de même
établir des statistiques à peu près convenables et convaincantes sur cette population-là, qui est celle des personnes donc faisant l'objet d'un dossier correctionnel ou criminel ayant fait l'objet d'une expertise. Donc, on a environ 70%, hein, un peu plus en réalité, 71,7% des dossiers où la personne fait l'objet, du point de vue du rapport psychiatrique, d'un trouble psychologique ou psychiatrique avéré, et en tout cas commenté par le rapport judiciaire des experts. En revanche, il faut bien penser que parmi cet ensemble donc de 70% de ces personnes qui ont été condamnées, eh bien, les pathologies réelles et les pathologies effectives qui sont bien repérées psychiatriquement, notamment les psychoses, la schizophrénie, n'apparaissent que dans une petite minorité de cas. Elles sont en réalité assez rares. La plupart des cas sont des cas de ce que les experts appellent les troubles de la personnalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas véritablement précisément pathologique, mais qui sont des troubles de l'humeur, des différents types de comportements qui sont considérés comme psychologiquement anormaux, mais qui ne peuvent pas faire l'objet d'un véritable diagnostic de pathologie, sachant que la pathologie suppose d'interroger aussi la question de la responsabilité pénale, mais nous traiterons ça dans un autre chapitre. Les cas de véritable maladie mentale sont plutôt rares, et c'est ce que confirment d'ailleurs les psychiatres quand ils sont interrogés, puisque nous avons interrogé un certain nombre de psychiatres experts, eh bien ils considèrent que finalement les cas de psychose, ou en tout cas de maladie mentale avérée, sont assez rares, mais les troubles de la personnalité sont extrêmement fréquents pour ce qui les concerne. Alors, ceci étant, les experts nous précisent par ailleurs qu'ils constatent pour leur part un accroissement assez important des cas de maladies mentales et de problématiques psychiatriques parmi les personnes sous main de justice, et en particulier donc les détenus, ce qui ne veut pas dire que cette maladie mentale a été diagnostiquée dans les expertises, mais ils constatent cette aggravation de la population et de la population de malades mentaux, soit sous main de justice dans le milieu carcéral, soit en milieu ouvert. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les troubles de la personnalité qu'ils observent de la sorte sont très largement liés, d'après eux, d'après les experts, à des parcours chaotiques, des parcours biographiques très difficiles, et celles-ci, nous les avons mesurées grâce toujours aux expertises, puisque ces expertises pointent des difficultés qui ont pu être celles, elles font la biographie des personnes qu'elles expertisent, et elles pointent ces difficultés biographiques au fil de leur vie. Et ces difficultés sont de divers ordres, qui vont du placement, par exemple, durant l'enfance. Il s'agit surtout de difficultés qui rencontrées durant l'enfance ou la première partie de la vie, durant la jeunesse, un placement institutionnel, des violences conjugales des parents, des violences contre eux-mêmes, voire des abus sexuels. On ne donne pas les pourcentages parce qu'ils ne sont pas extrêmement significatifs, mais il y a une combinaison de ces choses-là, des addictions de la part de leurs parents, des addictions fortes, des parents qui sont en consommation d'alcool, et surtout, ce que l'on peut mesurer, c'est qu'il y a un cumul de ces événements traumatiques, comme disent les experts, qui viennent
recouper les troubles de la personnalité qu'ils observent par ailleurs. Donc, ces parcours biographiques très difficiles caractérisent également très largement la population des personnes qui sont expertisées dans notre enquête et qui commettent donc des infractions, soit des crimes, soit des délits en matière sexuelle, en matière de stupéfiants ou en matière de violence conjugale. On peut dire maintenant, c'est qu'on passe à la deuxième partie de notre propos et de ce chapitre, qui souligne le caractère très enchevêtré de l'ensemble des problématiques, quelles soient des problématiques des personnes concernées, c'est-à-dire soit des problématiques addictives, des problématiques psychopathologiques ou psychiatriques et des problématiques sociales. Le premier aspect qu'il convient d'analyser, c'est la question des consommations de stupéfiants et d'alcool en tout genre, qui se combinent elles aussi fortement. C'est en tout cas un constat qui est fait par les soignants et qui est confirmé par les données que nous avons extraits des rapports dans l'échantillon des dossiers que nous avons examinés. Alors, s'agissant de ces polyconsommations, on a un psychiatre qui nous dit spontanément actuellement l'alcoolisme pur n'existe pas, c'est toujours des polyconsommations alcool-cannabis. Ça touche, dit-il, surtout les jeunes. Cette polyconsommation, on le voit avec les données que vous pouvez lire, c'est-à-dire que plus de la moitié des consommateurs de stupéfiants en tout genre abusent ou sont dépendants à l'alcool, alors que ça ne représente que 31,7% de ceux qui ne consomment pas de drogue. Donc, ceux qui consomment de la drogue viennent consommer en plus de l'alcool, et en tout cas pour moitié, et donc cette polyconsommation s'avère être un phénomène très important dans cette population de consommateurs de drogue. Et si l'on se focalise sur les autres types de drogue, c'est-à-dire sur essentiellement l'héroïne et la cocaïne, eh bien, on a des taux encore plus élevés de polyconsommation alcool-drogue. Donc, cette polyconsommation est extrêmement importante pour comprendre la nature de la combinaison entre les problématiques qui viennent aggraver effectivement la situation de ces personnes et les comportements qui peuvent ensuite leur être imputés au plan pénal. Autre chose, c'est que parmi les personnes qui ont des difficultés psychiques en tout genre, donc des troubles de la personnalité, voire des pathologies, les addictions sont beaucoup plus fréquentes chez eux. On l'observe statistiquement. C'est confirmé par les entretiens réalisés auprès des experts, psychiatres notamment. Alors, ils l'attribuent pas forcément, c'est la difficulté, c'est de savoir qui est la cause et qui est la conséquence, mais la plupart du temps, ils considèrent que finalement les consommations viennent pour pallier leurs difficultés psychiatriques plus qu'elles n'en sont la cause. Autrement dit, c'est une sorte d'automédication, mais qui vient ajouter des problèmes de comportement, puisque la combinaison des troubles de la personnalité et de l'addiction viennent les rendre plus difficiles mutuellement et augmenter le risque de comportement déviant et surtout donc de se retrouver face au système pénal. Les recherches montrent de longue date que les populations judiciarisées émanent majoritairement de classes populaires et ou des affiliés. Dans notre échantillon, on retrouve effectivement une forte proportion d'ouvriers, de chômeurs ou autres inactifs,
ainsi que de résidents en habitat précaire, c'est-à-dire en squat, caravane, en foyer ou sans domicile fixe. Comme l'a indiqué précédemment Virginie Gautron, ce public est également marqué par une prévalence des problématiques addictives et psychologiques. Les prévenus ou accusés concernés par un abus ou une dépendance à l'alcool se trouvaient plus souvent en situation d'inemploi et mis en cause pour des infractions en matière d'atteinte à la vie, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et dans une moindre mesure en matière de violences sexuelles, conjugales ou d'atteinte aux biens criminels. Ces problématiques liées à la consommation d'alcool sont également plus fréquentes parmi les ouvriers que parmi les employés, agriculteurs, artisans ou commerçants, cadres et professions intermédiaires. Concernant la consommation de produits stupéfiants, les personnes en situation d'études ou d'apprentissage, ainsi que les chômeurs et autres inactifs, sont bien plus concernés que les actifs ayant un emploi, les retraités ou pré-retraités. Ivana Obradović évoquait précédemment les disparités territoriales quant à la nature des produits consommés. On note également des consommations différentes selon la situation professionnelle des prévenus. Lorsque la consommation est limitée au cannabis, elle concerne essentiellement les étudiants ou apprentis, avec peu d'écart entre chômeurs et actifs. En revanche, un autre produit stupéfiant apparaît dans 20% des dossiers dont les personnes sont au chômage ou inactives, mais dans 10% des dossiers concernant des actifs et 7% d'étudiants ou apprentis. Que les dossiers comprennent des ILS ou non, les consommateurs d'opiacés, de traitements de substitution et plus encore de crack sont plus souvent en situation d'inemploi que les autres. Les consommateurs de cocaïne, eux, se situent plutôt dans une situation un peu intermédiaire. De nombreux professionnels évoquent une forte hétérogénéité sociale chez ces consommateurs. Concernant les usagers de produits stupéfiants, on observe également une plus grande précarité sur le plan du logement. Si le plus jeune âge des usagers explique qu'ils soient plus souvent hébergés chez leurs parents, ils résident aussi davantage en habitat précaire, en foyer, ou sont davantage sans domicile fixe que les non-consommateurs. Et passé 30 ans, ils sont toujours plus nombreux à résider chez leurs parents, 14,5% contre 6% chez les non-consommateurs, mais aussi 2 fois plus souvent SDF, en foyer ou en habitat précaire, 15,5% contre moins de 7% chez les non-consommateurs. Et ceci est d'autant plus fréquent parmi ceux qui consommaient d'autres drogues que le cannabis. Cette forme de précarité sociale est plus souvent de mise parmi les justiciables identifiés comme porteurs de troubles psychiatriques ou de personnalité. Un expert évoquant en entretien une psychopathologie de la misère. Toutes choses égales par ailleurs, les experts ont exclu toute pathologie aux troubles de la personnalité sans avis contraire, 2 fois plus souvent lorsque l'expertisé dispose d'un emploi, comparativement aux chômeurs et autres inactifs. Le tableau suivant montre quelques exemples de la part des sans domicile fixe ou des résidents en habitat précaire et des situations d'inemploi selon les troubles identifiés par les experts, uniquement dans les dossiers comprenant au moins une expertise. Cette précarité sur le plan de l'emploi et du logement complexifie les prises en charge des publics affectés de troubles addictifs ou psychiques, dès lors qu'elles ne peuvent se résumer à l'engagement de soins, mais demandent une coordination de l'ensemble des services susceptibles d'intervenir. Comme le souligne un JAP en entretien, il est toujours extrêmement compliqué de savoir exactement sur quoi prioriser le suivi, puisqu'on ne peut pas leur demander de tout faire en même temps. Concernant les addictions, l'absence d'emploi est d'autant plus problématique qu'elle impacte les risques de rechute, de par les temps creux et l'isolement social qu'elle induit. Il en va de même pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, au sujet desquels les professionnels évoquent régulièrement l'absence de réseau familial pour les soutenir. En outre, les addictions entravent l'accès à un logement, du fait par exemple d'exclusion d'un centre d'hébergement ou de réinsertion sociale ou d'un foyer en cas de consommation au sein de ces structures. Les mêmes difficultés se posent en présence de lourdes pathologies psychiatriques, de nombreux CHRS étant réticents car ne s'estimant pas suffisamment armés ou compétents pour accueillir ces publics. En conclusion, l'examen de l'état sanitaire et social du public de notre échantillon
confirme la prééminence statistique de situations de consommation de produits psychoactifs et de troubles psychiques, s'y ajoutent des situations sociales fortement dégradées que reflète notamment le statut vis-à-vis de l'emploi et du logement. La consommation est diverse, combinant souvent les produits et régulière. Elle se situe plutôt dans une zone intermédiaire entre consommation occasionnelle et situation d'addiction, avec une consommation suffisamment importante toutefois pour les placer régulièrement en situation de transgression. Il en va de même pour les troubles psychiques. Les experts ne mentionnent pas tant des pathologies mentales bien constituées que des troubles de la personnalité divers. Les personnes concernées se trouvent dès lors confrontées à une réponse pénale avant une réponse médicale. S'agissant de la condition sociale, la multiplicité des difficultés rencontrées dans les parcours biographiques évoqués par Philippe Milburn témoigne non seulement d'une précarité sociale, mais également d'une forte vulnérabilité psychosociale. À ce contexte viennent s'ajouter les précédentes condamnations ou interventions pénales. Les difficultés psychiques et sociales contribuent à la récidive, alors même que le retour régulier devant l'institution pénale contribue probablement à accentuer les difficultés initiales. Les données ainsi disponibles mettent surtout en relief l'intrication de ces situations socio-sanitaires et par conséquent le caractère multiple et pluriel des problématiques touchant les personnes condamnées par les tribunaux. Les difficultés psychiques, addictologiques et socio-économiques non seulement s'additionnent, mais à en croire les différents spécialistes interrogés, s'alimentent mutuellement. Ainsi, la réponse thérapeutique à de telles situations n'est-elle guère aisée. Elle ne peut en effet viser une problématique prédominante, l'addiction, la pathologie mentale, la déchéance sociale, etc., mais elle est confrontée à la nécessité de traiter la manière dont l'ensemble de ces difficultés se combinent et s'associent. L'ordonnance pénale de soins, mais surtout sa mise en œuvre concrète par un personnel soignant et par les patients sous main de justice, sont par conséquent confrontés à une équation initiale fort complexe qui sera développée dans la suite des interventions.